Bonjour à tous et bienvenue dans ce tour de la biométhanisation en Wallonie, édition 2021, organisée par Valbiome. Donc, je vais attendre encore quelques secondes parce que ça se connecte toujours. Donc, nous étions plus de 100 inscrits pour cet événement. Merci pour votre intérêt. Et nous sommes un peu moins de 60 à être connectés à l'heure pile. Donc, merci déjà à tous ceux qui sont ici. Et nous allons commencer donc dans quelques secondes. Voilà, donc nous allons donc commencer ce tour de la biométhanisation 2021. Mais avant toute chose, au cas où vous ne connaîtriez pas l'organisateur, donc c'est Valbiome. C'est une ASBL qui a pour objectif de stimuler et accompagner les initiatives durables intégrant la production de biomasse et sa transformation en énergie et en matériaux. Et donc, on fait tout cela en accompagnant les porteurs de projets tout au long de leur projet. Nous inspirons, conseillons et on outille les autorités publiques. On stimule également l'échange d'expertise et la collaboration entre les acteurs du secteur. On identifie et on dynamise de nouveaux débouchés porteurs pour le secteur primaire. Nous sensibilisons les publics à une économie biobasée via différents canaux de communication. Et nous visons à être le centre d'information de référence du secteur en offrant une expertise scientifique de qualité. Mais Valbiome, c'est également un réseau. C'est un réseau de 193 membres qui regroupe plusieurs profils, dont des agriculteurs, des fédérations, des entreprises, des pouvoirs politiques, des universités et bien d'autres. Être membre Valbiome, c'est donc intégrer un réseau spécialisé, où on peut, donc vos activités et vos préoccupations de terrain sont relayées envers les autorités publiques. Vous avez également des informations en primeur sur les nouvelles réglementations, mais c'est également une possibilité d'augmenter votre visibilité car Valbiome va relayer vos activités sur nos sites internet et via nos réseaux sociaux pour notre communauté. Vous bénéficiez également de tarifs préférentiels pour nos événements et vous bénéficiez également de services de consultance par notre équipe très qualifiée. Et vous pouvez enfin participer à la vie de Valbiome via notamment votre droit de vote à l'Assemblée générale ou en faisant partie du conseil d'administration. Si vous êtes intéressé par rejoindre notre réseau, je vous invite à visiter notre site web valbiome.be dans l'onglet Devenir membre. Revenons autour de la biométhanisation. Donc, cette édition est la 3e. En 2021, nous avons choisi le thème des nouvelles perspectives en biométhanisation et nous vous proposons donc 3 visites jusqu'au mois de juin 2021 de manière 100% virtuelle. Donc aujourd'hui, nous visitons le site d'injection de Synergie pour voir l'injection du gaz naturel renouvelable dans le réseau grâce à la cogénération. Le 27 avril, nous irons du côté de Momigny à la micro-unité de la ferme de la distillerie pour voir quelles sont les dernières évolutions pour les derniers modèles des micro-unités. Et enfin, nous ferons la visite virtuelle de la ferme de la Roche-Madou à Viron-Aval et nous verrons comment la biométhanisation fournit du bio-CNG et sèche du bois. Cet événement bénéficie du soutien de nos différents sponsors, Coretec Énergie, Biospace, Émission Zéro, Flameco, Biométhane du Bois d'Arnel, Cogen Gris, Van Lac Group et bénéficie du soutien de la Wallonie. Mais ces visites sont également et surtout rendues possibles grâce à la participation active des porteurs de projets et à leur disponibilité. Et nous tenions à remercier M. Ludovic Pirard et M. François Corbiot pour l'unité de Synergie, M. Benoît Archambault pour la ferme de la distillerie et M. Daniel Coulonval pour la ferme de la Roche-Madou. Donc, au programme de la séance d'aujourd'hui, nous avons donc l'accueil qui vous est présenté par moi, Aurore, chargée de communication chez Valbiome ASBL. Ensuite, mon collègue Aurélien Bardelin, assistant de projet biométhanisation, vous présentera la biométhanisation en Wallonie avec quelques chiffres. Puis, mon autre collègue Mathieu Schmitt, chef de projet biométhanisation, toujours chez Valbiome ASBL, vous présentera le potentiel du biométhane en Wallonie. Et nous ferons enfin la visite virtuelle de l'unité vers 10h35. Nous vous proposons également une séance de questions-réponses à 10h45 avec la participation de M. François Corbiot, qui est donc responsable administratif et gestionnaire de projet de l'unité de biométhanisation Synergie. Nous nous quitterons enfin vers 11h15.
Au niveau des interactions pendant l'événement, vous pouvez donc utiliser dans la partie droite de votre écran, dans le bandeau blanc, vous pouvez utiliser le chat pour discuter librement avec les autres participants. Vous pouvez répondre aux sondages que nous vous poserons à la fin de l'événement via l'onglet sondage. Et enfin, vous pouvez poser vos questions tout au long de l'événement via l'onglet questions en précisant à qui s'adresse votre question avec le petit arrobase devant votre question. Par exemple, arrobase Mathieu Schmitz. Si nous avons trop de questions à traiter pendant ce webinaire, nous vous reviendrons avec des réponses par mail dans un petit compte-rendu. Et voilà, c'est tout pour l'introduction. Je vais donc laisser mon collègue Aurélien Bardelin vous parler de la biométhanisation en quelques chiffres. Alors, je vais lui laisser la parole. Aurélien, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, donc Aurélien Bardelin, donc assistant au projet de biométhanisation, comme Aurore vous l'a dit. Je vais vous présenter donc la filière de la biométhanisation sur l'ensemble de la Wallonie, ainsi que les étapes clés, disons, pour le développement d'un projet de biométhanisation. Alors, en Wallonie, donc, il existait en 2019 55 unités. Ces unités sont principalement des unités de type agricole. Donc, on en a 18 de moyenne grande puissance de type agricole. Et toujours de type agricole, il y en avait 15 qui visaient l'autoconsommation énergétique de leur exploitation en utilisant exclusivement du lisier issu de l'exploitation agricole. Donc, c'est une autonomie tant du point de vue de la matière que du point de vue énergétique. Ensuite, donc, on avait 2 unités qui traitent la fraction fermentescible des ordures ménagères, donc les FFOM. Ces 2 unités sont les unités de Tenville et de Herstal. On en a 7 qui sont installées dans des grosses industries agroalimentaires, donc les IAA. Ces unités traitent les eaux usées des industries, donc de leurs industries, pardon, qui sont fortement chargées en déchets donc, de légumes, donc des déchets carbonés. Pour ces unités, il existe des techniques spécifiques pour le traitement des eaux usées. Donc, on n'est pas sur des techniques type infiniment mélangées, comme ça pourrait être le cas pour des unités agricoles. Il existe également 9 centres d'enfouissement technique, donc les décharges, où on pouvait mettre des déchets organiques en décharge. Il y avait donc une digestion anaérobique qui se déroulait dans les décharges naturellement, ce qui amenait donc à une production de biogaz. Enfin, on a 4 stations d'épuration qui traitent les boues qui sortent des stations d'épuration urbaines, qui sont traitées donc, dans des digesteurs, ici en infiniment mélangés. Donc, globalement, on peut voir sur la carte à droite de cette slide que les unités sont assez bien réparties sur l'ensemble de la Wallonie. J'attire votre attention que toutes ces informations sont disponibles sur un document qui s'appelle le Panorama et qui est disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. En Wallonie, donc on vient juste de dépasser les 200 gigawattheures électriques et on a un peu moins de 300 gigawattheures thermiques. On peut voir que le secteur agricole, donc il y a le secteur qui produit actuellement le plus, suivi des industries agroalimentaires et enfin des décharges. Les décharges produisent beaucoup d'électricité, donc ce sont des gros moteurs de cogénération qui sont installés et on va avoir principalement une valorisation de l'électricité. Du côté des industries agroalimentaires, on a des unités qui ont plus vocation à produire de la chaleur pour les process des industries. Et donc, ça explique pourquoi on a une production de chaleur plus élevée et une valorisation qui est également bien opérée. Au total, donc, ça fait un peu plus de 40 mégawatts électriques et on est à peu de choses près dans le même ordre de grandeur pour la puissance thermique. Par rapport à la situation européenne, donc la Belgique ne se débrouille pas trop mal. On a un peu moins de 200 unités installées en Belgique. Je viens de vous dire qu'on en avait 55 du côté de la Wallonie. Donc, si on fait un rapide calcul, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup du côté de la Flandre. Donc, il y en a une quarantaine de types agricoles, donc de moyenne ou grande puissance. Et il y en a entre 80 et 90 qui sont des unités qui visent donc l'autoconsommation sur leur exploitation. Il faut voir que l'Allemagne reste le leader incontesté en matière de quantité d'unités de biométhane.
bien que l'Italie et la France ont quand même une filière qui est quand même assez bien développée également. Alors, maintenant, je vais vous présenter en quelques slides le chemin pour arriver à monter un projet de biométhanisation. Donc, c'est quand même un processus qui est assez long. Donc, il y a différentes étapes qui sont schématisées ici et qui se retrouvent d'ailleurs dans notre document, les étapes clés disponibles sur notre site Internet. Donc, pour commencer un projet de biométhanisation, c'est important de bien se rendre compte de ce que ça représente. Donc, c'est important d'aller voir des unités existantes ou d'aller les visiter virtuellement, disons. C'est important de pouvoir se situer par rapport à la faisabilité du projet, la faisabilité technique. Et donc, pour ça, il y a les études de pertinence et de préfaisabilité. Ensuite, il faut bien réfléchir à tout ce qui est point de vue technique, donc l'implantation par rapport au plan de chaleur, etc. Quel type de pompe est-ce qu'on va utiliser. Donc, c'est vraiment plus le côté technique. Il y aura beaucoup de possibilités en fonction de ce qu'on veut faire et du type de projet sur lequel on est. Et en fonction des constructeurs, encore, il y a des différences assez bien présentes. Il faut également faire toutes les analyses de risque. Donc, on va pouvoir rédiger deux gros documents qui sont donc l'un, le permis, ça ne se voit pas très bien sur la slide ici, donc c'est ce qui est encadré en rouge, donc c'est le permis et le plan financier. Donc le permis, c'est tout ce qui est dimensionnement, plan d'unité, etc. Et pour le plan financier, c'est le document qui va permettre aux porteurs de projet de pouvoir aller voir donc, les banques, les investisseurs pour défendre le projet financièrement. Une fois qu'on a obtenu donc, toutes les demandes de documents administratifs, on va pouvoir concrétiser, c'est-à-dire passer en phase de construction de l'unité. Donc, c'est quelque chose qui peut aller relativement vite, mais d'après nos retours sur le terrain, ça prend quand même un certain temps. Il faut que l'unité soit construite et soit vérifiée par des organismes de contrôle. Donc ensuite, on a la phase où on va pouvoir lancer l'unité une fois que tout a bien été contrôlé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se démarre en une seconde, donc ça prend quelques jours, voire quelques semaines. On va réaliser donc, ce qu'on appelle lancement et on va démarrer donc, le processus et ensuite les moteurs. Une fois que tout est lancé et que tout fonctionne, donc là, on peut dire que l'unité fonctionne. Et ensuite, donc, la dernière étape, l'étape de pérenniser la vie du projet. Donc, l'unité de biométhanisation, ça ne fonctionne pas tout seul. Donc, c'est un travail au jour le jour. Et donc, c'est un investissement en termes de temps et en termes de personnel également. Comme je l'ai dit, on peut avoir des différentes techniques. Donc, par exemple, sur les unités de type agricole, on est sur de l'infiniment mélangé, donc ce qui est présenté ici sur ce schéma. On peut avoir des fonctions différentes en fonction donc, des intrants, et donc on aura des techniques différentes. Par exemple, si on travaille, donc, comme je l'ai dit, sur des eaux fortement chargées, donc type industrie agroalimentaire, donc on sera plus sur des réacteurs type USB. Et si on est plus sur de la matière sèche, on va avoir des digesteurs type piston ou batch. Alors, on peut méthaniser à peu près toute la matière organique. La seule grosse limitation, c'est pour des raisons techniques, ce sera d'éviter des matières ligneuses parce que ça ne produit pas ou très peu de biométhane. Donc, on va plutôt préférer les mettre en combustion que de les mettre en biométhanisation. Alors, ce n'est pas parce que toutes les matières organiques se biométhanisent qu'elles se valent toutes. Donc, par exemple, le lisier et le fumier, c'est des matières végétales qui auront déjà été méthanisées une première fois. Et donc, c'est des matières qui auront un pouvoir méthanogène qui sera moins grand que typiquement de la paille de céréales, du menu-paille ou de l'ensilage de maïs. Alors, visuellement, le digesta, donc le type agricole, ça ressemble près à ça. Donc, ça ressemble grossièrement donc, à du lisier. C'est assez semblable. Et d'un point de vue agronomique, donc, on va retrouver toute une portion humide. Donc, c'est tout ce qui va favoriser la quantité de carbone dans les sols. On va également avoir une conservation dans les digestats des valeurs donc, en NPK. Donc, ce qui part en biogaz, c'est du carbone. Donc, on va retrouver du méthane et du CO2. Et les éléments qui vont être partiellement minéralisés, c'est ce qui va permettre donc, une meilleure assimilation donc, par les plantes et protéger les nappes phréatiques. D'autres avantages
sont le digestat, l'autre avantage du digestat, c'est le fait qu'il a peu ou pas d'odeur en fonction du type de matière qui est utilisée et du type de digestion, la façon dont elle est réalisée. Et comme je l'ai dit, il y a quand même une partie de l'azote qui va être minéralisée. Et donc, il va y avoir une odeur d'ammoniac. Mais on est loin de l'odeur de la matière qui se décompose. Du point de vue législation, donc c'est une législation qui est assez complexe. Donc on va, pour le moment, il y a une législation européenne qui est en train d'émerger, donc qui a été créée donc l'année passée et qui devrait arriver dans courant 2022. Je ne rentre pas dans les détails pour ce point-là. Si vous voulez plus d'informations, il y a donc un document qui a été rédigé et qui est disponible sur notre site internet donc pour le règlement fertilisant européen. Alors, juste pour vous montrer donc, la composition du digestat, globalement, c'est assez comparable à ce qu'on peut trouver dans le lisier, mais il faut bien garder à l'esprit que ce qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas un digestat, mais plusieurs types de digestats. En fonction de la matière entrante, en fonction du type d'unité sur lequel on est, les digestats vont varier et donc il faut bien garder à l'esprit que les valeurs qui sont ici présentées, ce sont des moyennes et donc elles ont un écart type assez élevé. Alors concernant maintenant la valorisation du biogaz, donc il est possible de le valoriser sous forme de chaleur donc en chaudière. Pour ce type de valorisation, il n'y a pas de soutien actuellement. Il est possible ensuite de valoriser donc, via des moteurs en produisant de l'électricité. Donc pour ça, il y a un soutien à la production, donc c'est via les certificats verts. Et enfin, il y a donc la valorisation sous forme de gaz, donc en injection dans le réseau de gaz naturel ou via donc, les carburants sous forme de CNG. Et donc là, il y a un soutien, donc c'est les labels de garantie d'origine. Alors, vous verrez donc l'injection donc avec la visite virtuelle de Synergie. Donc, c'est une solution qui a déjà été créée en Wallonie et pour le CNG, ça ne saurait tarder. Alors, quelles sont les législations qui s'appliquent à la biométhanisation? Je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails. Ici, je ne veux pas avoir le temps de le faire. Comme je vous l'ai déjà cité, donc, il y a le document Les étapes clés qui sont disponibles sur notre site internet et qui regroupent les principales législations dans le cas de la biométhanisation. Alors, il faut bien vérifier donc, évidemment le plan de secteur. Donc, tout va dépendre du type d'unité du projet. Si on est sur une unité de type industriel ou agricole, donc on n'aura pas le même plan de secteur. Donc, ici, une unité agricole, donc on aura typiquement un plan de secteur qui devra être en zone agricole. Donc, il faut présenter un permis unique donc, qui allie la partie environnement et la partie urbanistique. Et dans le cas du permis d'environnement, toutes les activités sont séparées en différentes rubriques. Donc, celles qui concernent la biométhanisation agricole, donc c'est la 90-23-15. Et pour le cas de l'autoconsommation à la ferme, c'est la 40-40-10. Alors, il y a différentes conditions sectorielles à respecter. Donc, c'est des choses à garder en tête pendant la réflexion et la conception de l'unité. Donc, ça va être tout ce qui est torchère, empierrement et la façon de gérer les digestats, par exemple. Alors, il existe différents types de soutien. On a donc tout ce qui est d'abord accompagnement du projet. Donc, pour les réflexions en amont et vos sollicitations, vous pouvez contacter Valbium. On a une mission qui consiste à répondre à vos sollicitations. La deuxième chose, c'est qu'il est possible de réaliser donc, des études de faisabilité, voire de pré-faisabilité. Et donc, pour ça, il y a les aides AMUR ou UREBA, si c'est du pouvoir public. Concernant les études de pré-faisabilité, je vous indique que Valbium réalise des études de pré-faisabilité pour donc, les unités de biométhanisation. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Pour la réalisation des unités, il existe des aides, donc c'est les aides UDE, qui sont à destination des PME. Il peut y avoir aussi les aides ADISA, qui sont destinées aux micro-unités, qui sont pour moins de 10 kW électriques. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de solution technique pour ce type d'unité. Et enfin, durant toute la durée de vie du projet, il y a des aides à la production, comme je les ai déjà citées précédemment.
les certificats verts et les labels de garantie d'origine. Concernant les aides UDE, donc elles varient de 27,5 à 22% en fonction de la production de l'unité. Et il y a un plafond de 1,5 million d'euros d'aide. Concernant maintenant la démarche pour bénéficier des certificats verts, il faut tout d'abord passer par le comité transversal de la biomasse, donc le CTB, qui va assurer d'abord la durabilité du projet. Et lorsque c'est fait, on va rentrer donc dans la démarche de réservation des certificats verts. Donc il faut réserver quelques mois par quelques années à l'avance, peut-être pas quelques années, mais au moins un an à l'avance. Ensuite, on va pouvoir faire les démarches auprès de l'administration pour pouvoir bénéficier des certificats verts une fois que l'unité produira. Donc, pour une unité de type agricole, on tourne autour des 2,5 certificats verts par mégawattheure électrique net. À garder en tête que pour des unités type FFM, donc ça pourra varier, ce sera un peu plus faible. Donc, les LGO, donc ça concerne le cas de la production de biométhane. Donc, quand on produit du biométhane, on obtient une garantie d'origine parce qu'on produit du gaz renouvelable et on doit trouver un accord avec une cogénération fonctionnant avec du gaz fossile qui va, elle, parce qu'elle achète votre garantie d'origine, pouvoir bénéficier d'un nouveau taux de certificat vert. Et donc, il faut trouver un prix pour les LGO en accord donc avec les acheteurs et toutes les démarches ensuite, après, pour le certificat vert, doit se faire avec l'acheteur de la LGO. Je m'arrête là pour cette brève présentation. J'espère que j'aurai été clair. Sachez qu'il existe différents documents sur notre site internet qui vous permettront d'aller plus loin. Et je reste à votre disposition pour des questions-réponses. Merci. Bonjour à tous. Voilà, écoutez, je prends tout de suite la suite de mon collègue Aurélien. Donc, je suis Mathieu Schmitt. Et je vais vous parler de quelques chiffres sur le biométhane via une étude que nous avons réalisée pour le compte de gaz.be. Biométhane qui donc est le sujet principal de cette journée, de ce séminaire. Voilà, ce sont des chiffres qui datent d'il y a 2 ans. Certains d'entre vous les auront déjà entendus, mais voilà, il y a quelques éléments peut-être vis-à-vis de synergie que vous allez découvrir. Alors, un petit rappel déjà, lorsque l'on parle de biométhane, de gaz renouvelable, ce sont des sujets très en vogue en ce moment avec tout ce qui va être lié à la RED 2 et aux grandes négociations européennes. On ne sait pas forcément de quoi on parle parce qu'il y a une certaine multiplication de gaz renouvelables. Vous entendez parler peut-être de biogaz évidemment, de méthane, de power to gas, de e-gaz, de syngas. Enfin voilà, ça fait beaucoup de choses. Alors je fais un petit rappel sur les différents gaz renouvelables. Donc il y a tout simplement, pour commencer, les gaz de digestion en aérobie, donc qui s'appelle aussi biométhanisation. Donc, c'est le sujet principal d'aujourd'hui, qui produit ce qu'on appelle le biogaz composé par du méthane et du dioxyde de carbone. Alors, dans le cadre où on voudrait faire une substitution de gaz fossile, eh bien, on peut le purifier via un filtre spécifique ou qu'on appelle aussi épurateur. Et on obtient ainsi du méthane renouvelable et le dioxyde de carbone séparé du méthane est relargué généralement à l'atmosphère, même si vous verrez qu'il y a des projets en développement pour valoriser ou séquestrer ce dioxyde de carbone. Alors ensuite, il y a d'autres gaz qui proviennent de biomasse qu'on appelle, disons, solide ou sèche, plutôt des résidus ligneux, mais pas que, donc les gaz de gazéification. Et donc là, on va produire du syngas, qui va être un mélange de 4 gaz globalement, et qui peut servir également dans des applications de combustion en moteur, par exemple. Et puis, vous avez enfin notamment tous les gaz qui sont issus des nouvelles sources de production d'électricité renouvelable et intermittente généralement, donc éoliennes photovoltaïques essentiellement. Et alors là, l'idée, c'est qu'avec les
capacité installée croissante et les surproductions par temps ensoleillé et venteux, eh bien, c'est de valoriser cette électricité excédentaire par rapport au réseau dans des modules d'électrolyse qui vont permettre de créer de l'hydrogène renouvelable. Et cet hydrogène, finalement, tous ces gaz, ce dioxyde de carbone de la première étape, le syngas et cet hydrogène pourraient aussi être recombinés dans des réacteurs de méthanation pour reformer du méthane. Donc, vous voyez que le méthane a le potentiel d'être un peu la molécule commune à tous ces e-gaz, enfin tous ces gaz renouvelables, et du coup de venir valoriser aussi un réseau de gaz naturel existant et qui ne demande qu'à être utilisé et qui d'ailleurs a assez de réserves en termes de capacité de transport d'énergie par rapport à un réseau électrique qui, lui, est potentiellement déjà sous tension. Voilà. Alors, dans cette étude et dans cette présentation, je vais vous présenter des chiffres qui sont uniquement, qui concernent uniquement la voie de la digestion anaérobie et du biogaz en général, et avec un focus sur le biométhane qui pourrait être produit. Alors, le biométhane injecté, très simple. Donc, on commence par la biométhanisation, comme je le disais à l'instant. Au lieu d'aller vers de la cogénération, qui est aujourd'hui encore la voie majoritaire de valorisation, on va vers un module d'épuration qui sépare donc le méthane et le dioxyde de carbone. Et enfin, injecté, évidemment, il est injecté du coup dans un réseau de gaz naturel existant, réseau de distribution ou réseau de transport. Et donc, la limitation ici va venir de la capacité d'absorption du réseau. Sachant que le gaz naturel a de fortes capacités de stockage en Belgique, il y a des stockages souterrains et il y a une petite capacité tampon du réseau, c'est-à-dire des canalisations en elles-mêmes. Néanmoins, il faut phaser, c'est-à-dire que c'est comme l'électricité, si vous n'avez pas de consommation, vous ne savez pas injecter. Et à ce moment, on est obligé de faire autre chose avec son biogaz. Donc, on est forcément limité par cette consommation du réseau de gaz naturel. Et une des difficultés pour le gaz naturel, c'est que la consommation est forte en hiver et 5 à 10 fois inférieure en été. Et donc, il y a une saisonnalité très importante. Alors, quel potentiel en Belgique? Donc, on a fait le tour de toutes les sources Wallonie, Bruxelles et Flandre. Et donc, on est arrivé, vous pouvez voir ça dans une étude que vous trouvez sur notre site Valbiomag, un potentiel de biogaz. Alors là, je parle bien du biogaz en général, pas uniquement du biométhane à injecter, de 15,6 TWh. Alors, par rapport à la consommation de gaz en 2018, on pourrait actualiser, mais ça n'a pas énormément évolué. C'est environ 9% de la consommation de gaz. C'est réparti entre la Wallonie, la Flandre et Bruxelles de cette manière. C'est en gros au prorata de la surface que possède, disons, chaque région. Alors, on a fait également une cartographie de ce potentiel. Donc là, les chiffres que vous voyez, enfin le code couleur plutôt, c'est plus c'est sombre, plus il y a de méthane par kilomètre carré. Donc, c'est une densité de méthane par kilomètre carré. Et on voit vraiment des zones assez connues, disons, en termes d'agriculture. Alors, pas que, mais là, j'ai fait un petit focus sur ces deux zones-là. C'est-à-dire que vous avez en Flandre des zones d'élevage intensif qui sont bien connues. Et donc là, on explique par la présence d'effluents d'élevage, cette présence importante de biogaz. Et vous avez la zone de grande culture de l'ASB qui traverse toute la Wallonie et qui offre un gisement, disons, de résidus de grande culture en grande partie. Alors, voilà, une fois qu'on a fait cette cartographie des potentiels, eh bien, on l'a confronté, comme je le disais, à la présence du réseau de gaz. Bon, déjà, pour pouvoir l'injecter, il faut qu'il y ait un réseau de gaz à proximité, évidemment. Donc, on a considéré qu'une commune où il n'y aurait pas de présence de gaz naturel, eh bien, ne pourrait pas injecter de biogaz sur le réseau. Et dans un second temps, comme je le disais, il faut s'adapter à la consommation du gaz naturel. Alors, une fois qu'on fait tous ces calculs, on conclut qu'environ 70% du potentiel des 15,6 TWh, donc environ 11 TWh, sont injectables dans les réseaux de distribution existants. Les limites qu'il y a eu dans l'étude sont de plusieurs types, c'est-à-dire qu'on n'a pas évalué le transport au-delà des limites d'une commune des intrants.
On n'a pas évalué l'injection sur un réseau de transport qui existe pourtant, parce qu'il est beaucoup plus coûteux et il y a quand même beaucoup moins de réseaux. Il est moins présent, évidemment. Et donc, si on reconsidère avec ces différentes hypothèses, ces 70%, ils sont forcément possibles à augmenter, en considérant donc ce que je disais à l'instant. Donc voilà, ce 70%, c'est une estimation plutôt basse. Et donc, voilà un des chiffres clés. Alors, le gisement, pour faire un focus sur la Wallonie, c'est environ un tiers de cultures dédiées et 2 tiers de déchets. Alors, quand je parle de cultures dédiées ici, ce ne sont pas des cultures énergétiques en tant que culture principale, ce sont bien des cultures de type culture intermédiaire à vocation énergétique qui sont par exemple en fort développement en France et par exemple dans le nord de la France qui peut avoir des conditions pédoclimatiques assez proches de la Wallonie. Et puis, les 2 autres tiers sont des déchets. Alors, si on va un peu plus loin dans le détail, vous avez ici des chiffres affichés sur le graphique en térawattheures et leur proportion en pourcentage. On se rend compte que 80% sont détenus en fait par l'agriculture et 20% par le reste. Donc, il faut vraiment assimiler que l'agriculture est le socle, le monde agricole est le socle du développement de cette biométhanisation. Et ces unités agricoles peuvent accueillir une partie des déchets qui sont ici situés dans les autres. Par exemple, les déchets verts peuvent tout à fait, en Wallonie en tout cas, mais pas en Flandre, rejoindre une unité agricole. Alors, ce potentiel de 8 TWh, finalement, je vais faire un petit parallèle avec Synergie, ça représente une centaine d'unités comme Synergie. C'est-à-dire que si on développe 100 unités comme Synergie en Wallonie, on aura exploité 100% du potentiel wallon présenté ici. 8 TWh, ça veut dire quoi par rapport à ce qui est déjà valorisé aujourd'hui? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on considère qu'environ 7% de ce chiffre est valorisé actuellement. Donc, le gros reste à faire, c'est-à-dire qu'on peut en développer au moins 10 fois ce qui existe aujourd'hui. Enfin, ces 8 TWh par rapport à la consommation de gaz naturel. En Wallonie, donc ça, c'est un schéma issu de Synergrid, vous avez environ 21% de la distribution belge qui est consommée en Wallonie. Ça représente environ 19 TWh sur les réseaux de distribution en Wallonie. Donc, les réseaux de distribution, ce sont ceux qui alimentent vraiment les foyers. On a un potentiel de 8 TWh. Ça veut dire, pour faire très simple, qu'on pourrait remplacer environ la moitié de ce qui est consommé en réseau de distribution wallon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde et les PME pourraient être alimentés 1 sur 2 et un foyer sur 2 pourrait être alimenté avec du biométhane en Wallonie. Donc, vous voyez qu'à l'échelle de la consommation wallonne, ce potentiel, il est loin d'être négligeable, au contraire. Et ce serait augmenté, sachant que les travaux de rénovation du parc immobilier en termes d'isolation thermique sont en cours, c'est quelque chose qui va progresser, et donc ce 41% ne fera qu'augmenter. Alors, quel coût de production pour ce biométhane? Ici, vous avez un graphique qui analyse le coût de production en euros par mégawattheure en fonction de différentes échelles d'unités de biométhanisation. Alors, pour information, l'unité de Synergie, c'est 600 mètres cubes par heure, et donc vous pouvez ainsi le situer sur le graphique. On considère donc que le coût de production oscille environ entre 80 et 100 euros par mégawattheure. Alors, là où c'est plus compliqué pour que le biogaz s'impose face au gaz fossile, eh bien, c'est que vous avez en bas le ZECAL, qui est l'indice du prix de gros de Zeebrugge, du gaz naturel. Et vous voyez, alors ça date un peu, c'est d'il y a 2 ans, mais il n'a pas augmenté, il a même, je crois, diminué depuis. Vous voyez un prix du gaz naturel à 17 euros. Et donc, vous concluez tout simplement qu'on est à 4 fois plus cher que le gaz fossile. Gaz fossile qui est du coup extrêmement difficile à concurrencer. Je veux dire, c'est même nettement inférieur au coût de production des meilleures énergies électriques intermittentes. Voilà, donc une énergie extrêmement bon marché. Vous voyez aussi que malgré l'augmentation de taille, on a des économies d'échelle, mais elles sont faibles. Ce n'est pas en augmentant la taille des unités de biométhanisation que l'on va pouvoir concurrencer le gaz naturel. Il ne faut pas s'attendre à ça.
Enfin, ça veut dire du coup que pour remplir cet écart, pour compenser cet écart, il va falloir réfléchir à d'autres revenus. Alors, avant d'aller un peu plus loin, répartition des coûts de ces 80 à 100 euros par mégawattheure, c'est très simple. Vous avez environ 3 tiers. Un premier tiers, c'est l'investissement initial. Un deuxième tiers, c'est tout ce qui touche aux matières organiques, c'est-à-dire l'approvisionnement en matières premières, mais aussi l'évacuation ou la gestion, disons, des digestats. Et le troisième tiers est constitué des autres coûts d'exploitation, main-d'œuvre, énergie et maintenance essentiellement. Et donc, vous voyez à nouveau que le potentiel de réduction des coûts va être limité parce qu'il faudrait jouer sur énormément de tableaux différents à la fois pour espérer vraiment diminuer le coût de production du biométhane. Donc, il est existant ce levier d'optimisation, mais certainement pas par une division, certainement pas divisé par 3 ou par 4 le coût de production du biométhane. Alors, le biométhane, sur quoi on va pouvoir jouer, sur quoi on va pouvoir s'appuyer? Bien, le biométhane, c'est plus que de l'énergie et beaucoup plus. La biométhanisation va jouer sur 3 grands tableaux. On va jouer sur le tableau de l'énergie, de l'environnement et enfin de l'agriculture. Alors déjà, en tant qu'énergie, c'est une énergie de qualité dont on va avoir de plus en plus besoin pour apporter une complémentarité avec d'autres énergies renouvelables. Un taux de fonctionnement très élevé, d'environ 90%, une énergie qui est vraiment stockable à bas coût. Comme j'en parlais tout à l'heure, il y a déjà un stockage qui existe en Belgique, qui revient à 70 euros par mégawattheure de capacité de stockage. Si on compare ça à des sujets qui sont très médiatisés aujourd'hui, comme les batteries géantes de Tesla notamment, mais pas que, vous voyez qu'on est à 434 000 euros par mégawattheure pour ces batteries. Donc, vous ne rêvez pas, c'est vraiment un ordre de grandeur d'environ 1000 fois plus cher que du stockage de gaz. Et enfin, ce sont des émissions de gaz à effet de serre évitées qui sont très importantes parce qu'on joue sur plusieurs tableaux à la fois, comme par exemple le traitement des déchets. Alors, comme je le disais, ce sont des externalités, c'est de la diversification agricole, du traitement de déchets, de l'impact gaz à effet de serre et beaucoup d'autres. Et donc, si on met tout ça bout à bout, on peut tout à fait envisager de compenser. Alors d'ailleurs, on va sortir très prochainement dans un consortium une étude qui va quantifier ces externalités. Elles ont déjà été estimées en France par un bureau qui les estime entre 40 et 80 euros par mégawattheure, c'est-à-dire, ça c'est ce que rapporte le biométhane en dehors de l'énergie et de sa valeur énergie. Et donc, vous voyez que cette somme, si elle est confirmée, eh bien, le biométhane devient tout à fait compétitif avec le gaz naturel si on regarde la chose de manière holistique. Pour finir, je vais vous emmener sur ce qu'on a appelé poétiquement, disons, la belle histoire du biogaz. Alors, imaginons une commune d'environ 16 000 habitants, commune tout à fait moyenne en Wallonie, qui aurait un besoin, une consommation de gaz naturel pour ses habitants et quelques entreprises, et qui aurait besoin d'environ 400 mètres cubes par heure de biogaz. Elle pourrait ainsi verdir environ 2 tiers de sa consommation de gaz fossile. Alors, cette unité, elle aurait besoin de 2 millions d'euros par an pour vivre, en plus que si elle consommait du gaz naturel. Alors, 2 millions d'euros par an, ça peut sembler beaucoup, mais maintenant, si on met ça avec tous ces flux et toutes ces externalités qu'elle va représenter, qu'est-ce que ça représente vraiment? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser, disons, ou d'investir plutôt 2 millions d'euros par an? Alors, voilà notre unité. Déjà, cette unité, elle coûte environ 10 millions d'euros à la construction et ce sont des techniques tout à fait classiques de génie civil, d'électricité, etc., qui vont permettre d'utiliser des entreprises locales. Donc, ce sont des retombées fortement locales. Déjà, sur ces 10 millions d'euros, ça va alimenter une économie locale de la même manière que l'entretien par les entreprises, essentiellement locales aussi, environ 200 000 euros par an. Donc, gardez bien le 2 millions d'euros par an de soutien nécessaire avec tous ces chiffres que je vais vous montrer maintenant. On va créer en moyenne 6 emplois pour une unité de cette taille et à nouveau 6 emplois à 50 000 euros, disons, ou 40 000 par an par emploi. Vous pouvez déjà vous rendre compte aussi que c'est une création d'emplois tout à fait importante d'un point de vue économique. On va y mettre des résidus agricoles, mais aussi des cultures. Et tous ces flux de transport, d'achat, d'échange entre
fermiers et la biométhanisation vont représenter environ 1 million d'euros par an. Ce million d'euros, il va retomber finalement essentiellement dans la poche, entre guillemets, du monde agricole qui va pouvoir se diversifier et obtenir de nouvelles sources de revenus. Et ça va également générer des économies en termes d'engrais évaluées à 120 000 euros par an pour l'ensemble du corps agricole participant. Alors, les agriculteurs vont pouvoir également, du coup, se diversifier, vont pouvoir repenser un peu leur structure, repenser autrement. Ça a été démontré par une grosse étude en France sur une soixantaine d'unités, comme quoi les exploitations agricoles qui intègrent la biométhanisation ou qui y participent repensent leur structure et évoluent. On va peut-être avoir une diversification vers du bio, par exemple, puisque le Digesta, dans certains cas, peut être certifié bio, et on va finalement avoir une meilleure alimentation et alimenter tout un tas d'aspects d'économie circulaire. On va stocker du carbone dans les sols grâce à des cultures intermédiaires à vocation énergétique, par exemple. Et enfin, finalement, évidemment, on va produire du gaz naturel, enfin du biométhane, 35 000 MWh par an, environ 3 millions de mètres cubes de méthane. Et ça va représenter aux alentours de 10 000 tonnes d'économie de CO2 chaque année, toutes sources d'économie confondues. Et là, on parle d'effacer littéralement les émissions de 1250 personnes. Ajoutez à cela qu'on va diminuer l'importation de gaz naturel, puisqu'évidemment, il n'est pas produit en Belgique, de 700 000 euros par an. Et là, vous avez du coup tous les éléments pour juger si vous considérez que ça vaut 2 millions d'euros par an de soutenir cette filière. Évidemment, on est dans l'économie circulaire et donc les familles vont pouvoir se chauffer au biométhane et ce projet va compenser sur la commune 6 à 8% des émissions de gaz à effet de serre de tous les habitants de la commune. Voilà, avec seulement ce projet de biométhanisation. Donc, voilà ce que c'est la biométhanisation à l'échelle d'un territoire. Et j'espère vous avoir convaincu. Merci. Merci Mathieu, merci Aurélien pour vos présentations. Donc, nous allons passer à la vidéo de visite virtuelle de Synergie. Donc Mathieu, est-ce que tu peux arrêter le partage de ton écran s'il te plaît? Voilà, parfait. Et donc, juste pour information, les quelques secondes de la vidéo risquent d'être un petit peu floues. C'est le temps que la plateforme charge. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions à François Corbiot si vous en avez sur l'unité. Voilà, très bon visionnage à tous. Bonjour à tous, mon nom c'est François Corbiot. Voilà, je travaille ici à Synergie depuis maintenant octobre 2013. Synergie exploite une unité de biométhanisation de 1,5 MW électrique injecté dans le réseau et également de 600 m3 de biométhane en valorisant l'équivalent de 100 000 tonnes de matières premières entrantes. Le biométhane alimente la province de Namur, notamment les villes de Gembloux, Jodogne et Namur, c'est-à-dire à une distance de 25 à 30 km à la ronde. Nous recevons des déchets de l'industrie betteravière, de l'industrie brassicole, issue de la transformation de la pomme de terre, des lisiers, des fumiers, des fientes de poule issues de l'exploitation Pierrard. Bonjour, je m'appelle Ludovic Pierrard. On est ici sur le site de la ferme de Plomco à Fleurus. Donc en fait c'est le site où le départ de Synergie s'est un peu produit, avec la collaboration de la haute école de Fleurus, qui a plus ou moins 14 ans, je pense que le projet a mûri, 10 ans que le projet est en production. La base des discussions avec la haute école, c'était notre fameux gisement de fientes de poule. On tourne plus ou moins entre 15 et 20 tonnes de fientes de poule par jour, ici sur la ferme. Et donc de créer une station qui va pouvoir rendre la ferme, je veux dire, indépendante au niveau énergétique. Donc sur le site ici de la ferme de Plomco, tous les 2 jours, les fientes de poule sont sorties des bâtiments et sont emmenées à Synergie. Il faut savoir que la ferme est distante de plus ou moins 100 mètres de Synergie. La première étape d'arrivée des matières est une procédure d'acceptation qui consiste à contrôler la qualité et la traçabilité de la matière. Donc nous avons différents silos qui permettent de décharger les matières et qui permettent ensuite de les caractériser. Donc, nous avons
un nutritionniste qui permet de réaliser les rations afin d'avoir un équilibre parfait de la matière. Ici, nous avons des déchets qui viennent de l'agro-industrie. On a également des déchets de céréales. Et par derrière, dans les silos, nous avons l'ensilage de maïs. Une fois réceptionnées sur la cour et déchargées, les matières sont ensuite introduites dans le digesteur. Les matières sont déversées dans l'introducteur ici, qui est une caisse à fond poussant. Une fois la matière introduite dans la caisse, il y a un fond poussant qui fait avancer la matière et qui introduit directement le produit dans le digesteur à l'aide de la vis qui est située ici. Et donc on tombe directement à l'intérieur du digesteur. Synergie étant totalement enterrée, nous sommes ici au pied du digesteur. Il s'agit d'une cuve de 32 mètres de diamètre et d'une profondeur de 6 mètres de profond. Synergie a la particularité d'être un site totalement enterré, mais également d'avoir un digesteur tank in tank qui consiste à avoir une cuve dans une cuve. Donc la matière est introduite dans la première cuve qui est en fait un anneau concentrique autour d'une autre cuve et la matière est successivement passée d'une cuve vers l'autre afin d'améliorer la dégradation de la matière organique et la production de biogaz. Le biogaz est composé à 55% de CH4, à 45% de CO2. Il est ensuite, dans une première étape, refroidi afin d'enlever l'humidité. Nous avons également une étape de surpression à 150 millibars. Ensuite, nous passons dans le charbon actif afin d'enlever l'H2S, mais également les composés organiques volatiles. Après la compression, nous avons l'étape d'épuration. Et pour ce cas-là, nous rentrons dans le conteneur qui contient les différentes membranes. Le biogaz arrive par le dessus. Ici, le CH4 est réceptionné dans le tuyau ici en bas, tandis que le CO2, lui, repart à l'atmosphère. Les plantes captent le CO2. Nous valorisons les matières organiques en biogaz qui ensuite revalorisées en atmosphère, qui seront réabsorbées par les plantes. Il s'agit bien d'un cycle parfait et complet. Le conteneur ici au-dessus est le conteneur d'injection qui est géré totalement par ORES. C'est via cette vanne que le biométhane permet d'accéder aux différents foyers alimentés par le réseau de gaz naturel. Le biométhane est valorisé sous deux formes. Premièrement, physiquement sur les réseaux de gaz, donc en vendant le gaz à notre fournisseur d'énergie. Deuxièmement, le biométhane est valorisé sous forme de label de garantie d'origine, qui est un mécanisme soutenu par la région wallonne et qui permet, via le principe de certificat vert, d'avoir un complément de rémunération afin de subvenir à nos coûts et transformations. Donc à la base, ça a été un nouveau projet ambitieux, parce que à ce moment-là, la biométhanisation n'était pas connue du tout. C'était quelque chose de nouveau, mais qui a apporté un vent frais, je vais dire, pour l'agriculture et pour la ferme. Aujourd'hui, grâce à nos fientes de poule, on fait du gaz, on fait de l'électricité. Le bilan positif, je vais dire, pour la ferme, en collaboration avec Synergie, c'est qu'aujourd'hui, donc, la ferme est 100% neutre au niveau consommation électrique. On utilise 2% de la production de Synergie sur la ferme. Deuxièmement, aucune fiente n'est stockée ici sur place, aucun effluent d'élevage, plus d'odeur, plus de mouches. Un point aussi positif, c'est que la ferme cultive aujourd'hui de la pomme de terre, du maïs, du froment, des betteraves. Aujourd'hui, l'entièreté de ces cultures est fertilisée avec le digestat, issu de la biométhanisation. Donc sur la ferme, on n'utilise plus d'engrais chimiques, qui est un gros avantage, qui est difficilement quantifiable au niveau écologie. Depuis sa création, Synergie est un acteur de l'économie circulaire locale de par la valorisation de la matière organique en production de digestat engrais de qualité, mais également la valorisation de son électricité, de sa chaleur, du biométhane et enfin, en projet, la valorisation du CO2 afin de compléter le cycle. Voilà pour la visite. J'espère que cela vous a plu et que vous avez apprécié ces belles images ensoleillées.
Donc, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Donc, je le répète, n'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet questions et poser toutes les questions que vous souhaitez à nos orateurs présents. Donc, nous allons commencer avec une première question donc, de Laurent Rémy qui s'adresse à Aurélien. Et donc, il demandait si le digesta coproduit en même temps que le biogaz est-il aussi bon ou meilleur que celui produit via compostage et ensuite doit-il être amendé avant épandage? Donc, Mathieu et François, n'hésitez pas à compléter, bien sûr, Aurélien, enfin, vous complétez mutuellement pour avoir de riches réponses. Merci. Alors, je ne suis pas un expert en matière de compostage, mais si on compare les mêmes intrants qui sont mis soit en biométhanisation, soit en compostage, comme je l'ai dit, pour le cas de la biométhanisation, il n'y a pas d'éléments, donc les NPK sont conservés, ils sont juste minéralisés en partie dans le digesta. Je pense que ça va être le cas aussi pour le compostage. Donc, pour les mêmes intrants, ça va être grossièrement la même chose. Ce qui peut changer aussi, donc, au niveau de l'azote, donc il y a une partie qui est minéralisée et donc qui peut s'échapper sous forme ammoniacale. Donc, il peut y avoir une petite perte à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau du compostage et à quel point il est rendu, il est minéralisé. Concernant, par contre, la partie donc carbonée, au niveau de la biométhanisation, donc, tout ce qui est carbone stable va être conservé. Et donc, ce qui se remarque dans les études, c'est que si on compare du lisier, par exemple, et du digesta, qui a été fait à partir du lisier, la quantité de carbone qu'on retrouve après dans les sols est grossièrement la même. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'au niveau entre le compostage et le digesta, ce sera assez similaire. Par rapport à l'amendement, je comprends l'amendement du digesta. Pour le moment, sauf si je me trompe, ce n'est pas fait donc il n'y a pas d'amendement du digesta. Ça pourrait arriver via la nouvelle réglementation européenne qui vise à standardiser et à potentiellement exporter le digesta via des certifications. Potentiellement, ça pourrait être le cas dans le futur. D'accord, merci Aurélien. Voilà pour la première question. Donc, j'en prends une deuxième. Nous allons prendre celle de François Collignon. Et donc, je pense que Mathieu pourra y répondre. Donc, quelle est la gamme de la teneur en CO2 dans le biogaz produit? Alors, pour répondre à cette question, tout dépend de ce dont on parle, hein, et notamment à partir de quoi on fait le biogaz. Maintenant, si on prend le mix dont j'ai parlé pour le potentiel wallon, on est en gros à des émissions de l'ordre de 50 kilos kilos de CO2 équivalent par mégawattheure net produit. Pour référence, le gaz naturel, c'est 250. Donc, on a une réduction de l'ordre de 80% par rapport au gaz fossile. Ça veut dire que chaque mégawattheure de gaz naturel qui est substitué par du biométhane génère une économie de 200 kg de CO2 par mégawattheure. Ça, c'est la moyenne. Maintenant, si on utilise uniquement des effluents bovins, on est plutôt à une économie de 500 kg par mégawattheure. Donc, on a des bilans négatifs parce qu'on évite les émissions des effluents d'élevage à l'atmosphère lors du stockage avant épandage. Et si on fait ça à partir d'une culture, par exemple, énergétique, on est moins bon là-dessus, mais néanmoins, ça reste tout à fait bénéfique dans la plupart des cas. Je pense que la question portait plus sur la teneur en CO2 du biogaz. Je ne sais pas si... Oui, je pense que c'est ce que j'ai... Oui, non, pardon. Pas de souci. D'accord, merci pour cette réponse. Alors, nous allons faire une question. Donc, choisir une question pour Monsieur François Corbiot. Donc, c'est de Siran. Yes. Pouvez-vous nous indiquer une estimation des coûts d'investissement et d'exploitation de l'installation ainsi qu'une fourchette des quantités des différentes matières, intrants, digesta, etc.
question assez vaste. Donc, au niveau des coûts d'investissement, bon, ben, Synergie a la particularité d'être un site existant. Donc, je veux dire, c'est assez compliqué de donner une estimation des coûts d'investissement, je veux dire, d'une installation telle que celle-ci, parce que, ben, évidemment, il y avait des reports d'investissement qui se sont donnés. Donc, sur le site à Synergie, on n'a pas dû refaire du digester. On a rééquipé des cubes, des postes digesteurs, je vais dire, en tant que tel. Après, ben, il y a l'investissement du poste de filtration et du stockage de digesta que nous avons réalisé. Donc voilà, c'est une question assez compliquée. Donc aujourd'hui, on est sur un investissement de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros sur Synergie, qui ne représente pas ce que serait une installation de ce type-là. Donc voilà un petit peu au niveau de l'investissement, au niveau des matières premières, des intrants. Donc on a du lisier, du fumier, mais évidemment des viandes de poule de l'exploitation Pierrard. Quelques agriculteurs de la région qui nous fournissent du lisier et du fumier. Donc, ça, c'est une chose. Ça représente environ 20 à 25% des intrants. Là, ensuite, on a, je vais dire, l'équivalent des produits de culture ou de sous-culture, à nouveau de l'ordre entre 15 et 25%. Ça dépend également un petit peu des années. Et puis, le restant, c'est des déchets de l'agro-industrie, peu ou pas transformés. Environnant, aux environs, dans un rayon, allez, globalement, on a un approvisionnement, je veux dire, local, dans un rayon de 25 à 30 km, et puis après, on a des matières premières qui viennent d'un petit peu plus loin, qui sont achetées via des traders. Voilà un petit peu le tout. Quant au digesta, lui, il est valorisé dans la région, un rayon de 25 à 30 km, principalement dans des zones de culture. Merci François. Aurore, oui. Pardon, je te coupe parce que je pense que j'ai mal interprété la question d'avant, mais bon, ça m'a permis de vous donner des éléments intéressants. Mais si la question sur la teneur en CO2 du biogaz portait tout simplement sur le pourcentage de dioxyde de carbone, 40 à 50% comme tout biogaz. D'accord, merci pour la précision. Voilà, donc alors une autre question donc pour François de Monsieur Post. Donc, qui achète votre biométhane mis sur le réseau et à quel coût? Donc aujourd'hui, au niveau du biométhane, donc on a un contrat de fourniture du biométhane avec un fournisseur de gaz qui est Luminus. Et aujourd'hui, en fait, on le valorise, je veux dire, au prix du marché. Sur les 6 derniers mois, il a varié entre 11 et 15 euros de mégawattheure. Merci. Alors, une autre question tout de suite, le temps que ça charge. Alors, une question, donc toujours pour François de Audrey Battimelli. Donc, la technologie de méthaniseur enterré est proposée par quel constructeur? Quels sont les bénéfices et inconvénients de cette technique de ce méthaniseur enterré? Donc, à la base, Synergie a fait le choix d'enterrer ses digesteurs. En fait, ce n'est pas vraiment un choix, c'était une imposition urbanistique, puisque nous sommes situés à l'entrée de la ville de Fleurus, et donc les autorités ne souhaitaient pas voir des gros digesteurs à l'entrée de la ville. Et donc, il a été décidé d'enterrer les digesteurs. Quant au constructeur, donc c'était à la base une technologie allemande, donc que nous avions choisi à l'époque, que Synergie avait choisi à l'époque. Et enfin, pour finir, en fait, suite aux différentes phases successives d'agrandissement, on a repris le process intégralement en main pour le développer en interne. D'accord, merci. Alors, une autre question, donc nous allons prendre celle, je cherche parce que vous êtes très
très actifs dans les questions et donc elles vont trop vite pour que je puisse les suivre. Voilà. Donc, de nouveau, une question pour François. On en profite d'avoir le témoignage d'un gestionnaire de projet en biométhanisation. Donc, François, pourquoi avoir enterré totalement le digesteur? Donc ça, je pense que vous y avez déjà répondu. Quel est le temps de séjour de la matière et comment gérer le stockage du biogaz, surtout le volume? On est sur, première question, j'ai déjà répondu. Au niveau de temps de séjour, on est sur un temps de séjour entre 50 et 60 jours de temps de séjour. Et au niveau stockage du gaz, donc Synergie, donc je disais, la particularité totalement enterrée, et de n'avoir comme stockage de gaz que le ciel gazeux, donc 1 mètre de ciel gazeux, ce qui implique qu'on ait une phase d'alimentation qui va être optimale pour assurer une production continue du process. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a souhaité développer notre propre, développement de process, parce que c'est une particularité qu'on ne rencontre pas régulièrement, justement, de ne pas avoir de sac à gaz ou de ballon. Donc, un petit peu. Aurore, tu n'avais pas tu n'étais pas démuté. Merci Aurélien. Voilà, donc je disais une autre question, de nouveau pour François, donc de Guillaume Wick, j'espère que je ne le dis pas trop mal. Donc le digestoire produit est-il uniquement liquide? Il n'y a pas de séparateur de phase? Comment est-il appliqué sur les cultures? Principalement pour la pomme de terre, pour laquelle un passage de tonnes en cours de culture me semble compliqué. Voilà, plusieurs questions en une. Donc, au niveau du digestat, en effet, nous avons choisi de ne pas séparer le digestat, parce que nous avons assez peu de fibres dans le digestat. Et au-delà de ça, la séparation de phase est encore une étape qui complexifie un peu le process. Et donc, nous stockons le digestat intégralement en phase liquide. Ces digestats-là sont ensuite, avant épandage, homogénéisés, donc qui sont également caractérisés afin de satisfaire aux réglementations. Et en ce qui concerne la culture de pommes de terre, donc en effet, le digestat n'est pas appliqué sur la culture, mais bien avant la culture. Et nous sommes équipés du matériel d'épandage afin de permettre d'incorporer le digestat directement dans le sol, afin d'éviter les volatilisations. Nous sommes équipés de matériel spécifique qui permet de suivre les épandages, je vais dire au centimètre près, puisque l'épandage se fait avec un GPS et un débit proportionnel à l'avancement. Merci. Alors, ici, je ne vais pas afficher la question parce qu'elle revient plusieurs fois. Enfin, je peux essayer d'en trouver une. Mais voilà, beaucoup de personnes se demandent quelles sont les pistes de valorisation du CO2 actuel et quelles sont les pistes de valorisation du CO2 envisagées chez Synergie. Est-ce que vous pouvez donner plus d'infos là-dessus? Donc voilà, je pense que François et Mathieu peuvent éventuellement en discuter. Donc, à vous. Je ne sais pas si Mathieu veut démarrer. Non, vas-y François. La synergie, donc oui, comme je le disais, voilà, on regarde un petit peu à toujours valoriser le maximum de la production ou des sous-produits. Donc, c'est vrai qu'on est en phase de réflexion pour valoriser le CO2. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien comment on va pratiquer, mais vraisemblablement, on parle beaucoup de liquéfaction du CO2 et après de valorisation sous forme liquide. C'est une piste. Je vais dire la production de carboglace pourrait en être une également. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent potentiellement se mettre en place. La volonté de Synergie est bien de valoriser l'ensemble de sa production. Maintenant, on se rend compte aussi que le CO2 est un produit, industriel à un coût, qui est encore somme toute raisonnable face à un investissement qui a priori reste conséquent.
Donc, on est toujours dans la phase de pertinence, étude, voilà, pour la valorisation de ce CO2-là. Mais en tout cas, c'est une réflexion que nous avons là, afin de compléter la valorisation du cycle. Oui, je compléterai peut-être juste pour expliquer que c'est encore vraiment en développement, hein, les valorisations de CO2. Il y a peu d'unités, même en Europe, qui ont déjà des valorisations de leur CO2. Donc tout ça, il y a beaucoup de possibilités, mais voilà, concrètement, pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose. Oui, merci à tous les deux. Alors, ici, une question de Julien Boquet. La biométhanisation est-elle rentable? Si oui, quel est le temps de retour sur investissement? Donc, je pense que Mathieu, tu pourrais y répondre avec notamment ton exemple d'histoire du biogaz. Oui, c'est une question très complexe. Grosso modo, s'il y a quand même un secteur, une filière qui se développe, c'est qu'elle est rentable. Maintenant, elle est rentable parce qu'il y a des soutiens. Donc, je vous ai présenté la belle histoire du biogaz. Vous pourrez juger par vous-même si vous considérez que le jeu en vaut la chandelle. Mais voilà, tout ça tient non pas par une rentabilité naturelle avec un gaz naturel, mais bien parce qu'il y a des aides derrière. Les aides représentent environ 70% du chiffre d'affaires, hein, donc il faut quand même, voire 75%, donc il faut quand même en être conscient. Les temps de retour, ça dépend, je dirais 7-8 ans pour des projets agricoles généralement. En termes de taux de rentabilité, il faut savoir que le système de soutien en Wallonie, il est fixé, il est fait en inverse, c'est-à-dire qu'on considère par arrêté du gouvernement wallon qu'un projet de production d'énergie renouvelable doit atteindre une rentabilité interne de 8 ou 9%, et c'est en fonction de cet objectif que sont adaptées les aides. Ça, c'est le système, c'est le fonctionnement du système. Donc voilà, le taux de rentabilité est censé se situer, disons, dans cette fourchette-là. Merci Mathieu. Alors, une nouvelle question de Alain Demine. Au niveau d'une administration communale, comment peut-elle envisager un projet? Quel soutien peut-elle avoir financier et aide à l'étude et à la réalisation? Donc, je pense qu'ici, l'équipe Valbiome peut se compléter au niveau de cette réponse. Oui, alors, c'est une vaste question et peut-être le plus simple sera qu'on vienne directement nous questionner. C'est un peu notre rôle aussi. Maintenant, comme tout projet, projet de biométhanisation, ça fait appel au monde agricole a priori. Donc voilà, concerter un peu les agriculteurs déjà, voir l'intérêt des parties prenantes. J'ai envie de dire, le plus important, c'est, alors là, peut-être François pourra me compléter, je crois que le plus important, c'est qu'il y ait la volonté humaine d'aller vers ces solutions-là. Après, les matières, il y aura moyen de les trouver, de faire un projet à la dimension souhaitée. Après, évidemment, ça va passer comme tout projet industriel par une étude de préfaisabilité, un jalon de go, no go selon les premiers résultats, et puis ensuite des études de faisabilité, consultation de constructeurs, élaboration des permis, réservation des certificats verts, etc. Tout ça est très bien expliqué dans le document de Valbiome, étape clé, et donc vous pouvez le télécharger sur notre site. Tout est bien détaillé là-dedans, et sinon, encore une fois, venez tout simplement nous en parler. Merci. Alors, une question qui va peut-être compléter celle-ci est de Stéphanie Dokir. Alors, est-il rentable d'imaginer des petites unités de biométhanisation à l'échelle d'un quartier et d'un agriculteur, par exemple, pour l'injection sur le réseau, ou bien est-il préférable d'utiliser une cogénération? À nouveau, je vais essayer de répondre. Peut-être François aura une autre vision. Petite, tout dépend de ce qu'on appelle petit. Aujourd'hui, la méthanisation en Wallonie, on considère qu'il y a des modèles économiques viables à partir de, disons, 30 kW électriques équivalents. Généralement, ce sont des unités à la ferme, c'est-à-dire qu'on a des cas qui peuvent fonctionner si on est vraiment dans le giron d'une ferme, ce qui évite tout un tas d'investissements en termes de terrassement, génie civil, etc., et qui va venir vraiment s'insérer. Typiquement une vache laitière, qui aurait des vaches dans une étable idéalement raclée, c'est un sujet très important
parce qu'on récolte des lisiers frais et donc plus méthanogènes, et en termes environnementaux, c'est beaucoup plus positif aussi, puisqu'on évite plus de gaz à effet de serre. Et donc, on va venir finalement insérer un biométhaniseur entre l'étable et le stockage déjà existant des lisiers avant épandage. Et donc là, vous comprenez qu'on a un investissement assez réduit et une unité rentable ainsi. Alors, à l'échelle d'un quartier, ça supposerait, alors à mon avis, le projet doit être porté par un agriculteur. Si le but est de faire un écoquartier et de récolter les épluchures de pommes de terre de chacun, on va, je pense, pas s'en sortir. En termes de volume, ça va être très insuffisant. Donc ça, il faut oublier tout de suite. Après, il y a tout un tas de petits concepts de digesteurs à la maison, etc. Bon, j'ai envie de dire, ça tient plus du hobby que d'un véritable projet. Et donc, pour la gestion sur le réseau, le modèle à la ferme, vous le comprendrez, généralement, ces fermes n'ont pas de réseau de gaz naturel en zone rurale wallonne où elles sont trop isolées. Et c'est vrai qu'il y a quand même un investissement un peu supérieur pour du biométhane. Donc, généralement, on n'a pas des projets de si petite taille comme ces 30 kW électriques dont je parlais, qui peuvent voir le jour en injection. Donc, ce serait plutôt de la cogénération généralement. Juste pour comprendre, 30 kW électriques équivalent, c'est environ 5 ou disons 8 mètres cubes par heure de méthane. Le graphique que je vous ai envoyé, il allait de 100 à 1000, donc vous voyez que 8, c'est très très faible. Voilà. Merci Mathieu. Alors ici, je pense que c'est une question pour François et donc on a le temps d'en prendre donc celle-ci et encore une après. Et après, nous devrons clôturer l'événement. Donc c'est de Marc Watley et c'était à combien s'élèvent les aides pour l'injection de biométhane? Donc, au niveau des aides, nous sommes aidés à hauteur de 22,5%. C'est les aides UDE, je veux dire, classiques, qui s'inscrivent pour le biométhane. Voilà. Oui, alors pour compléter ce que dit François là, ce sont les aides à l'investissement uniquement. Donc il y a les aides à l'investissement et les aides à la production via les garanties d'origine dont on parlait. Les garanties d'origine, elles s'élèvent à environ 60 € par mégawattheure. Merci. Et donc, du coup, pour la dernière question, je propose de garder Monsieur Marc Watley pour que ça complète donc cette première question. Donc, elle s'adresse à François. Donc, l'injection du biométhane est-elle plus rentable que la cogénération? Faut-il garder la cogénération pour produire l'électricité nécessaire à la compression en parallèle à l'injection? Et 3, à quelle pression est injecté le biométhane? Voilà, ces 3 petites questions, vous nous gardez occupés. Je vais commencer par la troisième question. C'est la plus rapide et la plus simple à répondre dans un premier temps. Donc, ici, à Synergie, on injecte dans un réseau de 14,71 bars, ce qui veut dire que nous devons monter la pression de filtration à l'équivalent de 17 bars pour ensuite avoir les différentes paires de charge des membranes de filtration et puis après également une paire de charge au niveau de l'injection et donc ça nous permet d'injecter dans le réseau à 14,71 bars. Je pense que ici donc on était sur un réseau, je vais dire déjà assez important. Donc, voilà, on n'a pas eu trop le choix de comprimer, sinon généralement je pense que il y a des réseaux disponibles à 4 bars. Les disponibilités dans le réseau, c'est quelque chose d'assez important, notamment pendant l'été, notamment sur le réseau RES. Ça, c'est un point d'attention qu'il faut garder. Alors, au niveau de la comparaison de l'injection et de la cogénération, je pense que c'est deux modèles totalement différents, où c'est vrai que, je vais dire au sens brut, grosso modo, on a l'équivalent de 80-82 € de revenus, je vais dire brut, primaire sur le biométhane. Alors, si on fait la conversion, on arrive à un peu plus de 230-240 € du mégawatt équivalent électrique. Maintenant, les coûts les coûts d'exploitation sont également différents. Il faut quand même savoir que ici à Synergie, notre compresseur consomme l'équivalent de 350 kW électriques pour comprimer le tout. Ce sont des coûts, je veux dire, qui sont non négligeables dans
dans l'élaboration d'un projet en tant que tel. Et donc ça, c'est une grosse particularité, une grosse différence entre la production de biogaz en cogénération et la production du biométhane. C'est la consommation du compresseur qui est assez importante et qui fatalement vient générer des coûts d'exploitation supérieurs. Alors, est-ce qu'il faut garder la cogénération pour produire l'électricité nécessaire à la compression? En effet, c'est une piste qui peut être envisagée. Il ne faut pas se leurrer, ça alourdit quand même l'investissement, premièrement. Deuxièmement, je pense que le fait de vouloir passer en biométhane, techniquement, le procédé peut paraître plus simple, mais il y a quand même quelques difficultés de mise en place. Il ne faut pas quand même se leurrer là-dessus. Donc, on reste avec du matériel, je vais dire, qui vit. Donc, tant, je vais dire, de la part de la production de biogaz qui est la même pour les deux technologies, mais également au niveau du matériel d'exploitation. Donc, c'est un petit peu des choses différentes. Et là, un des avantages, je vais dire, de produire du biométhane et de la cogénération, c'est de pouvoir, je vais dire, chauffer les digesteurs. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et d'autoproduire son électricité. Mais il y a quand même toujours des coûts par rapport à ça. Donc oui, c'est vrai que voilà, c'est différent, c'est des business modèles différents. Je pense que si on envisage du biométhane, c'est pour essayer de s'affranchir des coûts des moteurs et des difficultés également qu'un moteur peut représenter. Voilà, faut être prêt à avoir les deux technologies sur son site, quoi. Je voudrais juste compléter deux éléments. À la première question, tu sais le rafficher, Aurore? Ah oui, non, je l'ai là, ça va. Sur l'aspect rentabilité, ce qui va vraiment faire une grosse différence entre le biométhane et la cogénération, c'est la valorisation d'une part de la chaleur de cogénération. Est-ce qu'il y a une valorisation ou pas et un revenu économique derrière? Et deuxièmement, c'est la part d'électricité qui va être autoconsommée par rapport à une activité déjà existante. Donc, si une biométhanisation vient s'insérer, imaginons qu'une biométhanisation vienne s'insérer sur une usine qui aurait une utilisation de la chaleur totale et une autoconsommation de toute l'électricité pour ces processus industriels. Dans ce cas de figure, il est certain que la cogénération sera bien meilleure d'un point de vue économique. Mais quand on se trouve dans les zones agricoles, c'est rarement le cas, et donc voilà, c'est au cas par cas. Et le deuxième petit complément, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mécanisme de rémunération du biométhane, il est dépendant de ce qu'on appelle le facteur d'émission du biométhane injecté, c'est-à-dire combien de dioxyde de carbone par mégawattheure a généré la production de ce biométhane. Dans ce facteur d'émission sont pris en compte l'origine de ce qu'on appelle l'énergie fonctionnelle, c'est-à-dire la chaleur nécessaire et l'électricité pour faire fonctionner, par exemple, le compresseur, notamment, dont parlait François. Si vous utilisez ces énergies en fonction du réseau et que vous brûlez du gaz naturel pour chauffer vos biodigesteurs, vous allez avoir un très mauvais facteur d'émission et votre rémunération va être nettement moins bonne que si vous utilisez votre propre électricité et votre propre chaleur du cogénérateur à biogaz. Donc voilà, effectivement, comme disait François, ça exige du coup d'avoir les deux modes de valorisation, plus d'investissement, puisqu'il faut produire plus de biogaz, etc. Ça a des inconvénients, mais en termes économiques, ça a des avantages également. Tout ça est assez complexe et à nouveau, si vous voulez me poser les questions, on essaiera d'y répondre. Eh bien, merci pour cette séance de questions-réponses très riche et très intéressante. Donc, merci à François, Aurélien et Mathieu pour leur présence aujourd'hui. Nous allons donc clôturer cet événement. Ne vous inquiétez pas, si votre question n'a pas été répondue, nous essaierons de revenir vers vous au plus vite pour vous apporter une réponse. Et donc, nous vous souhaitons une très bonne journée. Si avant de partir, vous pouviez vite répondre au sondage dans l'onglet sondage, ce serait super. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine visite du tour de la biométhanisation qui aura lieu le 27 avril, pareil, de 10h à 11h15. Et ce sera sur le sujet de la micro-unité de biométhanisation de Momimi. Voilà, une très bonne journée à tous et à bientôt.